Bon, je ne peux pas vous annoncer qu'on va lire ensemble une page majeure dans l'histoire de l'informatique. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que ce ne sera pas triste. Il s'agit de Jonathan Swift. Bien sûr que vous connaissez Les Voyages de Gulliver, un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Il y a eu énormément d'éditions, y compris en français, et il fallait bien décider. J'ai choisi celle-ci à cause des illustrations. Elles sont de Jean-Ignace Isidore Gérard, qui signait J.J. Granville. Au début du troisième voyage, Gulliver se retrouve naufragé sur une île déserte. Il est sauvé par une île volante, l'île de Laputa. Miyazaki n'a jamais caché que Swift l'a inspiré pour son château dans le ciel. L'île de Laputa est gouvernée par un roi et domine un royaume sur la terre ferme appelé Balnibarbi. Swift était né à Dublin. La colonisation de l'Irlande Balnibarbi par l'Angleterre Laputa est au centre de la satire. Swift penche clairement du côté de la terre ferme. Sinon, il n'aurait pas appelé son île volante Laputa. Essayez donc de dire le nom en espagnol. Ce qui nous intéresse ici, c'est la satire des sciences en général et des mathématiques en particulier. Et pour vous dire à quel point il s'agit de mathématiciens, il paraît que ce peuple est tellement adonné aux méditations profondes qu'il en résulte un état de distraction habituel. C'est pourquoi les gens riches avaient toujours un domestique frappeur qui leur servait de moniteur et sans lequel ils ne sortaient jamais. Le devoir du frappeur était, lorsque deux ou trois personnes se trouvaient ensemble, de donner adroitement de la vessie sur la bouche de celle qui devait parler, ensuite sur l'oreille droite de celui ou de ceux à qui le discours s'adressait. Ce moniteur n'était pas moins nécessaire à son maître quand celui-ci sortait, afin de lui donner dans l'occasion de petits coups sur les yeux s'il était près de tomber dans un précipice. En fait, en anglais, frappeur, c'est slapper. Ça pourrait être buffer, celui qui donne des gifles. Comme vous le constatez, le cliché du matheux distrait ne date pas d'hier. Vous voyez ici l'utilité du frappeur, qui épargne à son maître la collision avec un obélisque. Quand Gulliver est invité à dîner, le repas le met tout de suite dans l'ambiance. Le premier service était composé d'une épaule de mouton, coupée en triangle équilatéral, d'une pièce de bœuf sous la forme d'un rhomboïde et d'un pudding en cycloïde. Les domestiques coupaient le pain qu'ils nous servaient en cône, en cylindre, en parallélogramme et autres figures géométriques. L'illustrateur se permet même un octaèdre tronqué, avec une petite étiquette sur laquelle on lit fromage. Quant à l'utilité de toutes ces mathématiques, vous voulez vraiment savoir ce que Swift en pense? Les tailleurs de ce pays exercent leur métier autrement qu'en Europe. Celui-ci prit d'abord la hauteur de mon corps avec un quart de cercle, puis avec la règle et le compas ayant mesuré ma grosseur et toute la proportion de mes membres, il fit un calcul sur le papier. Et au bout de 6 jours, il m'apporta un habit très mal fait. Il m'en fit ses excuses en me disant qu'il avait eu le malheur de se tromper dans ses supputations. Pour mémoire, un quart de cercle était un énorme instrument qui servait à relever des angles en astronomie. Leur maison était fort mal bâtie. Les murs n'étaient pas d'aplomb, les pièces n'avaient pas un seul angle régulier. Ce défaut venait du mépris de ce peuple pour la géométrie pratique, regardée en ce pays comme une chose vulgaire et mécanique. Je n'ai jamais vu de peuple si sot, si niais, si maladroit dans tout ce qui regarde les actions communes de la vie. Et voilà, ça c'est dit.
Le drame pour les gens d'en bas, c'est que la manie mathématique des habitants de l'île se répand sur le royaume. Après 5 mois de séjour dans cette île, elles redescendirent sur la terre ferme avec une très légère teinture de mathématiques et une forte dose d'esprit volatile humé dans cette région aérienne. Ces personnes, à leur retour, avaient commencé à désapprouver ce qui se passait en bas et avaient formé le projet de mettre les arts et les sciences sur un nouveau pied. À cet effet, elles avaient obtenu des lettres patentes pour ériger une académie d'ingénieurs à Lagado. Et bientôt, la manie des académies devint si générale qu'il n'y eut si petite ville dans le royaume qui n'eût la sienne. Et voilà Gulliver, convié à visiter l'académie de Lagado et ses laboratoires prestigieux qui ont tout plein de projets de recherche innovants. Il avait pâli 8 ans sur un projet consistant à extraire les rayons de soleil contenus dans les concombres afin de les enfermer dans des fioles bouchées hermétiquement et pour qu'ils puissent servir à échauffer l'air lorsque les étés seraient froids et humides. Et il me dit que dans 8 autres années, il pourrait fournir au jardin du gouverneur des rayons du soleil à des prix raisonnables. Mais il se plaignait de la baisse de ses fonds, et il m'engagea à lui donner quelque chose pour l'encourager dans son travail. Heureusement, l'illustrateur a pensé à la visière pour se protéger des rayons du soleil. Je vis ensuite un très ingénieux architecte qui avait trouvé une nouvelle manière de bâtir des maisons, en commençant par le faîte et en finissant par les fondations, pratique qui était justifiée par l'exemple de deux insectes d'une prudence reconnue, l'abeille et l'araignée. Ah, pour l'illustration, il fallait bien trouver une solution pratique. La découverte la plus universellement utile sera sans doute la suivante. Par ses inventions, la personne la plus ignorante pouvait à un prix modéré et par un léger exercice corporel écrire des livres philosophiques, de la poésie, des traités sur la politique, la théologie, les mathématiques, sans le secours du génie ou de l'étude. De quoi s'agit-il? Voici l'illustration originale. La description est la suivante. Ce métier avait 20 pieds carrés et sa superficie se composait de petits morceaux de bois, à peu près de la grosseur d'un dé, mais dont quelques-uns étaient un peu plus gros. Ils étaient liés ensemble par des fils d'archal très minces. Sur chaque face, des dés étaient collés des papiers, et sur ces papiers on avait écrit tous les mots de la langue dans leurs divers modes, temps ou déclinaisons, mais sans ordre. Le maître m'invita à regarder parce qu'il allait mettre la machine en mouvement. À son commandement, les élèves prirent chacun une des manivelles en fer, au nombre de 40, qui étaient fixées le long du métier, et faisant tourner ces manivelles, ils changèrent totalement la disposition des mots. Techniquement, l'illustrateur s'est permis une ou deux précisions sur le système d'entraînement. Les élèves étaient occupés 6 heures par jour à cette besogne, et le professeur me montra plusieurs volumes grand in folio de phrases décousues qu'il avait déjà recueillies et qu'il avait l'intention d'assortir, espérant tirer de ces riches matériaux un corps complet d'études sur toutes les sciences et tous les arts. Un générateur automatique de phrases. De nos jours, ça s'appelle un pipotron. On en trouve pas mal sur Internet. D'autres recherches à l'Académie de Lagado concernent la langue universelle. L'autre projet consistait à se passer de toute espèce de mots. On proposait donc, comme expédient, de porter avec soi tous les objets que l'on aurait besoin de désigner dans les affaires ou dans les discussions.
Ce projet aurait probablement été adopté au grand bénéfice de la santé et de la commodité des sujets, si les femmes, le bas peuple et les ignorants n'avaient menacé de se révolter. Tant que le vulgaire se montre toujours l'ennemi irréconciliable des Lumières. L'Académie de Lagado innove aussi dans le domaine de la didactique des mathématiques. Chaque démonstration était écrite sur une gaufrette, avec une certaine encre de teinture céphalique. L'écolier à jeun avalait la gaufrette, et pendant 3 jours, il ne prenait qu'un peu de pain et d'eau. Pendant la digestion de la gaufrette, la teinture céphalique montait au cerveau, et y portait la proposition. Cependant, cette méthode n'avait pas eu beaucoup de succès jusque-là, mais c'était, disait-on, parce qu'on s'était trompé quelque peu dans les doses de la composition, ou bien parce que les écoliers, malins et indociles, au lieu d'avaler le bolus qui leur semblait nauséabond, le jetaient de côté. Ah, les écoliers malins et indociles, en voilà d'autres, ennemis irréconciliables des Lumières. La force de Swift est que la satire reste drôle de nos jours, et si elle reste drôle, c'est que nous avons tous en tête des modèles auxquels elle s'applique. Forcément, les modèles de Swift étaient différents des nôtres. Qui était-il? Le premier mathématicien auquel Swift devait penser était un de ses amis, John Arbuthnot. Vers le temps où Swift et lui se côtoyaient, Arbuthnot s'occupait de probabilité. Avec quelques autres joyeux drilles, dont Alexander Pope, ils avaient fondé dans les années 1710 le Scriblerus Club, comprenez Scribouillardus. C'était pour se moquer du pédantisme. Voici un extrait de la liste de publications de Scriblerus. Il y a en tête un essai sur l'origine des sciences, écrit depuis les déserts de Nubie, parce que Scriblerus a évidemment beaucoup voyagé pour savoir tant de choses. Et c'est là l'origine des voyages de Gulliver. Le mathématicien phare à l'époque, c'est Isaac Newton. La première édition des voyages de Gulliver date de 1726, l'année précédant la mort de Newton. Swift connaissait Newton. Voici ce qu'il racontait. Son domestique lui ayant dit que le dîner était servi, après avoir attendu, revint, et le trouva monté sur une échelle placée contre l'une des cases de la bibliothèque, tenant un livre dans la main gauche et la tête appuyée sur la droite, tellement absorbé dans ses méditations qu'il fut obligé, après l'avoir appelé 3 fois, de le secouer pour le tirer de sa méditation. Comme vous le voyez, Swift n'avait pas à chercher bien loin son domestique frappeur. Et le générateur automatique de phrases, qui visait-il? Combiner systématiquement des mots pour former des phrases, c'était l'idée de base de l'art de la démonstration de Ramon Llull. Il avait même inventé pour ça un dispositif mécanique à base de cercles concentriques. Les travaux de Llull avaient connu un regain d'intérêt dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Llull avait été repris en particulier par Athanase Kircher. Et Kircher avait lui-même fait des émules. Quelqu'un d'encore plus allumé que lui, ce Quirinus Kuhlmann. Mais plus que les précédents, le scientifique sérieux que Swift visait vraiment, à mon avis, c'était lui, Leibniz. Il est visé à plusieurs reprises et pas seulement par le pipotron. La langue universelle de Swift, où on remplace un mot par l'objet qu'il désigne, poussait seulement un cran trop loin. L'idée de la caractéristique universelle, le grand rêve de Leibniz. Le contexte scientifique de l'époque est dominé par la querelle de priorité sur le calcul différentiel. Vexé que Leibniz ait publié le premier ce qu'il avait lui-même trouvé longtemps avant, Newton avait attaqué.
Il avait fait organiser par la Royal Society un procès en plagiat contre Leibniz. Le procès s'était tenu en 1713, soit une dizaine d'années avant les voyages de Gulliver. Oh, Swift pouvait se moquer de la distraction de Newton avec son domestique frappeur, mais entre Newton et Leibniz, il était forcément du côté de Newton, parce qu'il le connaissait personnellement et qu'il était ami avec sa propre nièce. Quelques années après Gulliver, viendra une autre satire visant Leibniz. Là encore, l'auteur s'est rangé depuis longtemps du côté de Newton. L'auteur, c'est Voltaire, et le roman satirique, c'est Candide. Leibniz, c'est ce bon docteur Pangloss. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmognologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que dans le meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et Madame la meilleure des baronnes possibles. Un jour, Cunégonde vit entre les broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Et si on oublie la satire, quelle suite a eu l'invention du générateur de textes? Former des textes en combinant des mots sans se préoccuper de leur sens a fasciné certains auteurs du XXe siècle. Georges Perec a produit un générateur de cartes postales. La Bibliothèque universelle de l'Académie de Lagado a inspiré Borges pour sa bibliothèque de Babel. À son tour, Umberto Eco fera de la bibliothèque de Babel le modèle de la bibliothèque du monastère, dans le nom de la rose. Jusqu'à Carlos Ruiz Zafón, qui combine les deux dans son Cimetière des livres oubliés. Qu'une invention écrite pour rire et se moquer ait une telle postérité, tenez, ça me donnerait presque envie d'essayer. Pourtant, vous me connaissez, j'ai du mal. Dire n'importe quoi juste pour rigoler, c'est pas mon genre, même pour conclure une histoire.